Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des French Doers Talk. Aujourd'hui, on est en très très belle compagnie. C'est un grand classique, comme d'hab. Toujours un casting de qualité. Toujours. Pas On a d'erreur. toujours pas changé de nom d'ailleurs. Non, toujours pas. Peut-être bizarre. 2022, on change de C'est rien, branding, c'est la c'est rue. promis. Bon, aujourd'hui, on est en compagnie de Mohamed, évidemment, comme d'hab. Bonsoir. Thomas, Adams, je vous laisse vous présenter, les gars. Salut, vas-y Adam, je t'en prie. Salut, moi c'est Adams, j'ai 25 ans. Je suis l'un des cofondateurs de SEO Secret, une agence SEO qui a un peu moins de 2 ans maintenant. On accompagne tout un tas de clients, quelle que soit leur taille. Ça va de l'entrepreneur qui démarre, qui n'a pas encore de site, à la grosse boîte qui a besoin d'un focus particulier sur un point très précis du SEO. On est 5 dans la boîte aujourd'hui, 3 cofondateurs et on travaille avec 2 personnes supplémentaires. On a aussi un pôle rédacteur qui travaille qu'avec nous, ce qui nous permet d'être assez efficace. On a de vraies convictions en matière de SEO autour de la création de contenu et des aspects techniques. Okay. On prend des pincettes quand il s'agit de traiter de la réputation. On a aussi un avis là-dessus, on pourra en parler. Et voilà. Cool. Très cool. Alors moi c'est Thomas, j'ai 25 ans, je suis responsable SEO chez Live Mentor. Alors nous on ne traite pas uniquement du SEO, on est une école en ligne pour entrepreneurs. Donc on a différentes formations pour les plus historiques, formation marketing digital, WordPress, Instagram, Facebook. Et on va vraiment en fait proposer ces vidéos de formation. En parallèle de ça, on va proposer un accompagnement intensif avec un mentor. Donc il y a une sorte de ce qu'on appelle un matching humain entre un mentor qui est déjà passé par les étapes par lesquelles rencontre l'entrepreneur et qui va être à même de pouvoir l'aider. Donc typiquement, j'avais pris tout à l'heure l'exemple d'une personne qui veut lancer un site e-commerce de vente de cactus. Et bien, on va faire en sorte de prendre un mentor qui a déjà potentiellement lancé un site e-commerce, qui connaît les enjeux SEO, SEA du domaine e-commerce et qui a potentiellement aussi travaillé dans le domaine, je sais pas, des plantes. Quelqu'un a déjà lancé un site e-commerce cactus chez vous? C'est un exemple, mais Okay. on a Jamais j'aurais dit ça. nous tu vois, pour te donner un peu notre audience, on a à peu près 80% d'entrepreneurs, donc de personnes ou de freelance indés, et 20% de personnes qui cherchent tout simplement à acquérir des compétences en marketing digital pour se reconvertir dans un job dans cet univers. Donc voilà à peu près les 2 typologies de catégories qu'on a chez nous. De toute façon, Live Mentor, on connaît bien. On avait reçu monsieur Alexandre Dana en début de saison. L'épisode est disponible, toujours. Vous pouvez retrouver ça dans la description. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de SEO. On a 2 brutes de SEO en face de nous. On va recevoir les meilleurs conseils, 1 heure de masterclass. Là, on veut tout savoir. Est-ce que tu as une première question, bro? La première, la classique. plus logique, la classique, c'est déjà les gars, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare SEO? Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. J'y vais? Ouais, vas-y, je t'en prie. Allez. Alors, en quelques mots, c'est tout simplement l'art d'apparaître dans les pages de résultats Google. Donc, possiblement, c'est ce qu'on recherche le plus, la première page, notamment les 3 premiers résultats, parce qu'en SEO, c'est là où se concentre le gros du trafic. Généralement, il y a très peu de clics sur la page 2, donc l'intérêt est vraiment de se retrouver en page 1 sur différents mots-clés. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple du marché pour le SEO, dans le sens où on a vraiment la personne, tu vois, qui a une intention. Par exemple, une personne qui va acheter du lait, le meilleur moyen de trouver le bon lait, c'est d'aller au marché et de prendre le plus frais possible. On n'est pas dans une intention qui est suggérée. Comme par exemple sur Facebook, pour les Facebook Ads, on se rend sur Facebook et là, boum, on a une intention qui n'était pas forcément la nôtre initialement. Et donc, c'est potentiellement, d'un point de vue conversion et intention utilisateur, on est dans un second niveau. Et tu vois, typiquement, on parlait du e-commerce tout à l'heure, mais en e-commerce, le SEO, c'est la porte d'entrée numéro 1 pour tout e-commerçant et c'est clé d'être présent aujourd'hui sur Google. Est-ce que tu as ta version de la définition SEO? Ouais, la définition que donne Thomas est très bonne. Nous, l'exemple qu'on prend parfois, en fait, c'est de se dire, l'image que j'aime bien donner, c'est comprendre d'abord quelle est la problématique de Google. Aujourd'hui, son rôle, c'est de classer des millions de sites et des milliards de pages. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que ma page mériterait d'être classée numéro 1 par rapport à une autre? Et en fait, pour répondre à ça, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre intimement quelle est l'intention derrière la requête sur laquelle je veux apparaître. Et une fois qu'on a vraiment bien compris cette intention, c'est de proposer le meilleur contenu possible pour y répondre. Et quand je dis le meilleur contenu possible, bon, il y a des tas d'exemples, mais ça peut être des articles de blog, des pages de fonctionnalité, des pages produits, des landing pages de vente pure. Donc voilà, après, il faut adapter le contenu, mais le premier enjeu du SEO, c'est vraiment ça, comprendre ce que mes internautes, mes utilisateurs recherchent avec une requête précise.
Et quand est-ce qu'il faut le mettre en place, ce SEO? Parce que tu as dit au début du podcast, tu as parlé de SEA, Ouais. qui est, pour ceux qui nous... Le référencement payant. voilà. Et du coup, à quel moment tu décides de dire, ok, tu fais de l'organique, et à quel moment tu investis, pas de l'argent pour le coup, mais du temps, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus long que le SEA. À quel moment tu conseilles de commencer à s'y intéresser? Effectivement, le SEO, contrairement au SEA, les résultats ne sont pas directs et ne sont pas sûrs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr que si on travaille sur un bon mot-clé, on ne peut pas garantir qu'il sera positionné typiquement dans les 3 premiers résultats. C'est quelque chose qui prend plus de temps. En moyenne, pour positionner un mot-clé, il faut attendre entre 4 et 6 mois. Donc ça dépend. Si par exemple tu as un bon rythme de publication, si tu as une bonne autorité de domaine, bien évidemment Google va avoir tendance à indexer plus rapidement tes pages. Mais de manière générale, moi j'aime bien voir le SEO sur 3 piliers. En fait, il y a 3 piliers clés pour que ton SEO tienne. Et s'il y en a un qui tombe, tu vois, c'est comme un tabouret, tout se casse la gueule au final. Et donc ces 3 piliers, c'est le contenu, dont tu as très bien parlé tout à l'heure. Le fait d'aller chercher des mots-clés qui ciblent précisément une intention utilisateur et qui sont pertinents pour ton business. Nous, on a fait une grosse... j'ai fait pas mal cette erreur au départ, qui était de choisir plusieurs mots-clés. J'étais content parce que je rankais dessus. Je me positionnais dessus. Mais au final, ces mots-clés n'avaient pas forcément un intérêt pour mon business. Et quand tu dis ça, c'est que personne ne tapait ces mots-clés-là pour tomber sur ce que tu voulais vendre. Alors, ces personnes tapaient justement, et on apparaissait en premier, mais c'était pas directement lié à ce que Live Mentor proposait. Donc du coup, ce qui fait que la conversion par le SEO était moins bonne que sur des mots-clés qui sont plus étroitement liés à ce qu'on produit. Et donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les 3 piliers, donc on a le contenu, ce que je viens d'expliquer à l'instant, la technique. La technique, c'est le fait de nettoyer toutes les dettes techniques qu'on a accumulées auprès de Google. C'est-à-dire tous les éléments liés à la sécurité, liés à la propreté de ton code, tous les éléments en fait qui vont permettre à Google de comprendre que tu es un site Google friendly. Et ça, il y a à peu près plus de 200 critères SEO. Vous pouvez les retrouver sur Google en tapant différents critères de référencement. Donc ça, c'est le troisième. Et le deuxième, pardon. Et le dernier, le troisième, c'est la popularité qui représente principalement les backlinks. Et ça, la popularité, c'est ce qui va permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'autorité de domaine. L'autorité de domaine, plus elle est haute, c'est normalement un score qui est compris entre 0 et 100, plus elle est haute, plus ce sera simple d'aller cibler des mots-clés plus concurrentiels, entre guillemets. Ok. T'as balancé pas mal de mots là-dedans. T'as parlé de 3 piliers du contenu, mais justement, quand toi tu te lances aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un bon contenu pour le SEO? C'est quoi les choses quand tu dis ok, je vais écrire mon article de blog, c'est quoi les choses qu'il faut mettre en place pour que son contenu ait le plus de chances possible de ranker sur le nom de domaine qu'on cible? Ranker, se placer. Peut-être juste pour reprendre par rapport à ta toute première question, le moment où il faut mettre en place le SEO, justement, l'idéal, en fait, c'est de penser SEO avant même de démarrer la création de son site. Ça veut dire, comment est-ce que je vais faire pour avoir un site qui, surtout d'abord au départ sur la partie technique, comment est-ce que je vais proposer une arborescence de site qui plaît à Google? Comment est-ce que je vais montrer à Google que ma chambre est bien rangée, que j'ai bien une page qui correspond à un mot-clé? Donc ça, généralement, plus on le fait tôt, mieux c'est. Parce que l'image que je prends souvent, c'est un peu de la pâtisserie. Si on construit son site sans penser au SEO, imagine-toi que c'est un peu faire de la pâtisserie, mais dans un moule qui est cassé. Tu vas verser ton gâteau, donc ta pâte qui est peut-être très bonne, dans un moule qui est percé. Même si la pâte est bonne, ça va pas prendre dans le four en fait. Ça va jamais fonctionner. C'est un peu ça avec le SEO. Si tu construis une base qui est solide et qui est propre, après, une fois que tu intégreras du contenu dessus, les résultats vont prendre bien plus rapidement. Et donc, c'est quoi cette base? Cette base, en fait, c'est essayer de construire un site qui soit, sur notre point de vue en tout cas, qui ait une arborescence un peu logique. Ça veut dire comment est-ce que je vais avoir une home page, une catégorisation, une sous-catégorisation, des pages de vente et qui sont souvent poussées par des articles de blog. Comment est-ce que en fait, je vais vraiment réussir à segmenter mon offre, à créer vraiment une carte mentale de mon offre, de mes services et qui va montrer à Google que ce mot-clé-là, ce contenu-là répond à une intention de recherche précise. Concrètement, c'est ça vraiment qui prend du temps et qu'il faut vraiment essayer de penser avant de créer son site. Et si vraiment on prend le temps de le faire, généralement, on a un site qui est bien optimisé pour le SEO. Et derrière, en fait, créer du contenu, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a déjà son arborescence et en fait, on sait déjà à quel mot-clé on va essayer de répondre sur quelle page. Petite nuance par rapport à ça, je le sais, il y a des sites qui
on va faire certains choix parfois dans la construction de ton site qui de facto seront antinomiques avec du SEO. Je vous prends des exemples un peu qu'on a pu rencontrer. Des agences de design, des agences de vidéo seront obligées de faire certains choix qui vont un petit peu aller à l'encontre du SEO. Parce que parfois, pour faire les choix qu'on va être amené à faire en termes de design, parfois même de copywriting, de construction de son site, on a parfois des choix qui sont obligatoirement antinomiques avec du SEO. Et du coup, quand on intervient sur ces sujets-là, quand c'est dès le départ, on sait qu'on va pas être d'accord avec les équipes de design. Et l'idée, c'est un peu de placer le curseur au bon endroit, entre quelque chose qui est suffisamment bien optimisé et quelque chose qui reste quand même assez beau. Je le dis rapidement, mais parfois ça peut vraiment être difficile à mettre en place. C'est juste que le SEO est une question de parti pris. Parfois, il faut concéder certaines batailles parce que d'un point de vue business, ça fait plus sens d'avoir une homepage qui est super belle que d'avoir une homepage qui a une H1, des H2 parfaitement taillées pour le SEO, par exemple. H1, H2 qui sont Heading 1, Heading 2, donc des titres Ouais, à mettre sur la place pour structurer son organisation. Mais C'est parce ça. que là, du coup, en disant ça, par exemple, ça peut être une agence qui veut mettre beaucoup de vidéos ou de choses comme ça sur la page d'accueil. Et c'est ça qui peut être à l'encontre du SEO, par exemple, ou t'as des exemples juste un tout petit peu plus pour rentrer dedans Ouais, concrètement, la vidéo, ça peut en faire partie, mais aujourd'hui, tu es capable d'intégrer une vidéo de façon SEO-friendly, qu'elle soit Ok. pas trop lourde, qu'elle puisse charger vite, etc. Mais typiquement, je prends une agence de design ou de création de contenu, elle peut se dire, moi, sur ma page, je veux pas de texte, par exemple, je veux aucun contenu, Oui, ok. je veux juste un visuel hyper beau qui Ce que fait affiche... Buzzman. Mais du coup, aujourd'hui, Ouais, ils ouais, ont non, des mais- landing pages ouais, à clairement. côté. Voilà, exactement, ils ont des landing pages qui sont quand même assez bien précises et qui sont plutôt pas mal faites. Mais ça peut être, voilà, sur ma homepage, je veux pas de texte, je veux juste une image, un visuel qui est hyper bien monté parce que je suis une agence de design et ce qui va faire que mes clients vont venir acheter, c'est les designs que je vais proposer. Oui. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'avoir du texte. C'est un peu dommage parce que, sans trop rentrer dans les détails, les optimisations qu'on va faire sur sa homepage sont celles qui sont souvent le plus rapidement prises en compte par Google et qui vont permettre d'avoir un impact hyper rapide. Ok, cool. Et il y a un point qui était hyper intéressant dans ce que tu as souligné, c'est le fait de choisir ses combats. Effectivement, la priorisation, c'est ce qu'il y a de plus important en SEO. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on bosse typiquement avec une agence, parce que ça peut très vite arriver de se retrouver avec des tonnes de recommandations, par exemple 50 recommandations techniques à fixer, une liste de 100 mots-clés à couvrir, et après tu as ça et tu sais pas par où commencer, tu as l'effet de montagne en fait devant toi et tu sais pas par où la prendre. Et ça peut très vite être dangereux parce que quand il n'y a pas de recommandations qui sont appliquées, eh ben, c'est compliqué de le faire. Et moi, ce que j'ai tendance à dire souvent à nos élèves en formation, c'est que le SEO, à mon sens, c'est 20% d'expertise et 80% de communication. Vraiment, c'est la base. Le fait de prioriser tes actions, moi, tu vois, je suis plus dans l'aspect de me dire, ok, on a une année, on va faire une action ou 2 actions par mois, mais à la fin de l'année, on sait que tout a été mis en place et que tout a été implémenté. Et c'est très important de prioriser ces actions. Et comment tu priorises bien dans ce cas-là? C'est quoi comment tu fais ces choix-là? Alors, tout va dépendre du projet. Nous, on commence, généralement, il faut toujours commencer avec un audit. Ok. Ce qu'on appelle un audit, c'est justement une prise en compte globale de ces 3 piliers. Donc, comprendre quel est le stade technique actuel. Par exemple, si c'est généralement, l'impact technique sera plus important pour les sites qui ont déjà, qui existent déjà depuis un moment. Quand on commence, généralement, on n'a pas de grosse dette technique. Et le but, c'est de partir le plus propre possible. Nous, tu vois, on avait commencé chez Live Mentor, on n'avait pas forcément une grosse culture SEO quand on a commencé, ce qui fait qu'on a accumulé beaucoup de decks techniques et tu vois, au bout de 3 ans, on avait beaucoup de trous à combler, ce qui nous fait perdre énormément de temps. Alors que quand on commence avec une base propre, on évite tous ces soucis. Tu rajoutes par-dessus Voilà, quelque chose de clean. voilà. Après, on va analyser tout l'environnement qui gravite autour de ta niche, donc c'est-à-dire tous les créateurs de liens, toutes les personnes qui vont avoir la possibilité de renvoyer du lien pertinent vers tes articles de blog, vers ta home. Et c'est ça justement qui va contribuer à améliorer ce qu'on parlait tout à l'heure, l'autorité de domaine, qui est très importante pour aller cibler des mots-clés plus concurrentiels. Ça, c'est ouf. Je pensais pas que c'était aussi important que ça, la partie backlink, autorité de domaine. Ouais, c'est l'une des parties les plus importantes que je galère à avoir moi, personnellement parce qu'il n'y a pas assez de. Ouais. Et tu peux checker ton score sur des outils comme Ubersuggest ou Ahref. Ouais, exactement. Tu vois, Ubersuggest, je crois qu'il y a 3 recherches gratuites par jour, mais si tu mets le lien de ton site, ça te donne directement le nombre de mots-clés couverts, ton autorité de domaine. Et il y a un truc qui est très intéressant, par exemple, c'est de regarder aussi quels sont les mots-clés couverts par tes concurrents et quels sont les liens aussi qu'ont reçus tes concurrents. Et généralement, ça va te donner de belles opportunités de te dire, ok, bon, si ce mec a créé du lien vers mon concurrent, potentiellement, il peut aussi en créer vers le mien, tu vois, ou aller chercher d'autres opportunités. Mais c'est très important d'analyser
tout cet environnement concurrentiel, tout cet environnement de contenu pour après fixer les éléments à prioriser, tu vois. Ok. Donc, tu analyses ta concurrence et ce ce dont tu as besoin, tu priorises. Ouais. Et c'est quoi l'étape d'après? Juste pour revenir sur ce que tu as dit qui était hyper intéressant, en SEO, l'efficience c'est vraiment hyper important. Nous, le 20-80, généralement qu'on utilise, c'est forcément 20% des actions qu'on va mettre en place vont générer 80% des résultats. C'est pour ça qu'au début, c'est hyper important de prioriser et de se dire, ok, bon, bah, on va d'abord gagner ces batailles-là avant d'aller gagner la guerre. C'est vraiment, ça c'est une notion qui est hyper importante. Nous aussi, quand on démarre, généralement, on fait un audit. Bon, c'est pas forcément un audit sur tous les piliers, mais généralement, on commence à minima avec un audit technique. Je suis hyper d'accord avec ce que Thomas a dit. Quand on démarre son site et que la plateforme est relativement petite, généralement, on n'a pas d'énormes freins techniques au bon référencement de sa plateforme. On peut avoir des petites erreurs, mais c'est pas corriger ces erreurs qui va faire qu'on va passer de la page 3 à la page 1, généralement. Mais ça peut être vraiment valable sur des gros sites. Tu as 10 000 pages, tu en as énormément qui sont mal indexées, des pages qui ne rapportent aucun lien, qui font que gaspiller ton budget crawl. Donc, concrètement, qui font que gaspiller, on va dire, le ratio en fait temps que va passer le robot de Google sur ton site. Donc tous ces éléments-là techniques, une fois qu'ils sont spotés sur un gros site, ça peut être vraiment hyper pertinent. Du coup, une fois qu'on a fait cet audit, qu'on a fait cette priorisation, bah, le résultat, ça va être un peu comment est-ce qu'on les met en place. Concrètement, si je donne un déroulé un petit peu classique, le premier point, ça va être d'essayer de lever les freins techniques. Ça peut être tout bête, hein. C'est corriger ces erreurs 404. Aujourd'hui, on se rend compte que sur ton site, ton site est trop profond. La profondeur de site, c'est le nombre de clics que je vais mettre entre ma page d'accueil et la page la plus profonde de mon site. Donc, idéalement, on va essayer d'avoir quelque chose entre 3 et 4, clics, ouais. Voilà, exactement, 3 et 4 clics. On se rend compte que tu as des pages qui sont à 8 clics de profondeur. On va essayer de gommer ça le plus rapidement possible. Et généralement, ça se fait assez facilement. On réorganise un peu son menu, on réorganise un peu ses pages. Ça se fait facilement et souvent, les pages les plus profondes sont assez peu visitées. Autre exemple, j'ai des pages qui chargent lentement parce que j'ai des images qui sont super lourdes. Voilà, je réduis la taille de mes images. Il y a plein d'outils gratuits qui permettent de le faire facilement. Je renomme mes images parce que j'ai peut-être pas de balise alt. Une fois que ça c'est fait, qu'on a une base technique qui est plutôt propre, de notre côté, on va s'intéresser au contenu. On va essayer de voir où sont les trous concrètement. Thomas a mentionné la notion de savoir combien de mots-clés est-ce que je visais. Peut-être qu'aujourd'hui, je vise 1500 mots-clés et que la plupart de mes concurrents sont sur 2500 mots-clés. Ils visent 2500 mots-clés, donc potentiellement, il y a 1000 mots-clés sur lesquels je ne me positionne pas. Donc, on va essayer de faire une cartographie des requêtes clés sur lesquelles on se positionne versus celles sur lesquelles nos concurrents se positionnent. Et l'objectif, ça va être en fait d'aller créer du contenu pour répondre aux intentions de requête, aux intentions de recherche auxquelles aujourd'hui, on ne répond pas. Et l'objectif, vu qu'on le fait après nos concurrents, c'est de faire mieux qu'eux. Je donne des exemples. Voilà, on se rend compte que sur une requête, je donne un exemple vraiment random, mais j'ai organisation mariage. Moi, je ne suis pas positionné dessus. Je regarde les 5-10 articles qui sont placés en premier. J'ai des top 5, j'ai des top 10, j'ai des checklists. Donc, je comprends que la SERP attend quelque chose d'assez clé en main où, dès que je clique sur l'article, voilà, j'ai la checklist des choses à faire pour organiser mon mariage. Je vais regarder le nombre de mots-clés que j'ai en moyenne. Je vais regarder à peu près comment sont les contenus et je vais essayer de faire un contenu qui est similaire en termes de volume, j'ai envie de dire, dans la moyenne, mais en termes mais à l'intérieur, en fait, je vais essayer de me différencier. Je vais peut-être proposer, j'en sais rien, plus de call to action, plus d'images, apporter quelque chose en plus qu'aujourd'hui, la SERP n'apporte pas. Ok, cool. Moi, c'était. Ouais, tu voulais répondre. Moi, j'allais renchaîner sur le contenu parce que tu vois, tu donnes plein de choses intéressantes qui sont les balises alt, la compression des images, le choix en fait des headings que tu mets. Aujourd'hui, disons que voilà, je veux démarrer dans le SEO. J'ai créé mon site WordPress, Webflow, peu importe. J'ai créé ma section blog et je me dis ok, maintenant ce que je vais faire, c'est commencer à créer du contenu pour me référencer. Donc j'ouvre ma page et je me dis ok, comment est-ce que je fais pour créer du bon contenu, sur quoi je me concentre, à donner quelques éléments avec les images, les textes alternatifs, mais sur quoi d'autre aujourd'hui j'ai besoin de me concentrer. Qu'est-ce qu'il aime, notre bon vieux Google. Ouais. Parce que, juste, je me permets, mais c'est vrai que le listing, on le voit énorme. Enfin, c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, la page où ils font un top 10, ou les 10 étapes pour... Et ça, pour le coup, c'est un exemple d'article de blog qui fonctionne assez bien. Ouais. Avoir quelque chose type les tops, zoom, checklist, erreur à éviter, top 5, top 10. Les gens généralement aiment bien, ça attire le clic, donc ça fonctionne plutôt bien pour des articles de blog. Il y a d'autres sujets sur lesquels ça fonctionnerait un peu moins, mais c'est une base, on va dire, aujourd'hui. Mais surtout que la technique que tu peux avoir, ça, c'est ce que nous on fait avec Jimkey, c'est qu'on arrive, on fait des articles de blog avec 5 règles à appliquer, 10 trucs, et en gros on les met en heading de l'article, on fait un en bref.
on liste les 5 trucs et du coup on apparaît en snippet. Donc Ouais. c'est plutôt sympa aussi. Ouais, effectivement. En vrai, moi, la chose qui a le plus fait décoller le SEO chez nous, c'est de vraiment le lier à la stratégie commerciale de manière générale, pour que ton SEO ait un vrai impact. Oui. Et ça rejoint tout à l'heure le point que j'ai de choisir ses combats, c'est-à-dire de choisir les mots-clés qui vont vraiment générer du chiffre et du business derrière. On n'est pas juste là à chercher du trafic pour avoir des mecs qui visitent ta page et qui aillent voir ailleurs après. Pour tu vois. l'ego. Donc le but, c'est de créer un maximum de points de conversion dans tes pages qui convertissent qui attirent le plus de trafic pour, tu vois, renvoyer vers des éléments qui vont pour toi générer du business. Typiquement, nous, on a une classification un peu de mots-clés chez Live Mentor. Alors bien évidemment, on en reviendra après, mais il y a plusieurs types de mots-clés. Typiquement, les mots-clés de longue traîne, qui sont des mots-clés qui ont compris entre 4 et 5 mots. Les mots-clés génériques, qui sont des mots-clés moyens. Et les mots-clés de tête. Donc, un mot-clé train, ça veut dire ça va être comment faire un long mot-clé. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Alors qu'un mot-clé un mot-clé de tête, tu vois, ça va être quelque chose qui est plus concurrentiel, du coup, où il y a plus de volume de recherche. Du coup, donc ça, c'est un bon point. Mais par contre, l'indice de concurrence ce serait sera quoi, plus par compliqué. exemple Par exemple, Instagram. Ouais, un ou truc très court, quoi. ou genre veste homme, tu vois. Ok, ouais, un voilà. mot-clé Ok. générique, ça serait veste en cuir homme, et un autre, ça serait veste en cuir recyclable pour homme, tu vois. Ok, ok. Et en gros, nous, on aime bien classifier par ce qu'on appelle mot-clé froid et mot-clé chaud. On peut avoir le mot-clé tiède entre les deux. Mais en gros, ce qu'on appelle un mot-clé froid, c'est un mot-clé qui est éducationnel, sur lequel on va apporter de l'information. Un mot-clé chaud, c'est un mot-clé qui est transactionnel, sur lequel il y a une véritable intention d'achat derrière. Je vais donner un exemple assez simple. Un mot-clé transactionnel pour nous, ça va être formation marketing digital, formation WordPress, bilan de compétences, financer sa formation, formation YouTube qu'on a sorti récemment. C'est là où il y a une forte intention d'achat. Et donc ces mots-clés chauds, pour nous, ça représente ce qu'on appelle des pages piliers. Tu vois, on pourra en parler tout à l'heure de ce modèle de ce qu'on appelle cocon sémantique, qu'on utilise beaucoup chez Live Mentor, et qui permet justement de limiter les pages orphelines, c'est-à-dire les pages qui ont un taux de clic supérieur à 6 par rapport à ta page d'accueil. Et ça permet en fait vraiment de se concentrer sur ce qui est important. Et donc on va vraiment organiser ce qu'on appelle des cocons sémantiques. Donc on va avoir notre mot-clé chaud formation Instagram. Et derrière, en fait, on va réfléchir à quelles sont toutes les étapes précoces par lesquelles passe une personne qui cherche à se former à Instagram. Ok. Et tu vois, parfois, ça va plus loin que l'utilisation des outils. Moi, j'aime bien utiliser les outils en SEO, mais je suis pas un grand fan parce que je pense qu'il faut pas laisser les outils décider à notre place. Tu vois, je donne un exemple, mais parfois, tu vas taper un mot-clé qui est intéressant pour toi, et un Ubersuggest ou un Ahref va te dire 0 de volume de recherche mensuelle ou non communiqué. Et moi, j'adore ça, parce que la plupart des gens se disent « Ok, je laisse tomber ce mot-clé ». Alors que quand tu regardes bien, et moi, on a plusieurs tests qui sont véridiques, où on cible des mots-clés qui ont soi-disant 0 volume de recherche mensuelle, mais qui nous, chaque mois, nous apportent 2000, 3000 clics, des conversions, et qui génèrent, tu vois, derrière du chiffre. Donc typiquement, Google n'a pas le temps de mettre à jour tous ces volumes de recherche, tous ces éléments. Et le but, pour toi, c'est ça qui est très important. Et C'est c'est là où je trouve que c'est ultra intéressant, parce que ce que tu viens de dire là, généralement, en fait, quand tu vas avoir des concurrents sur un mot-clé, ils vont aller sur Ahref, ils vont taper le mot-clé, on voit un volume de recherche très faible, ils vont pas s'en occuper. Alors que toi, derrière, si tu fais le taf de voir un peu ce qui est, et tu crois que tu peux te positionner dessus et que ce mot-clé va générer du trafic, dès que tu te positionnes dessus, bah, c'est toi qui gagne tout, c'est toi qui gagne. C'est la mine d'or après pour toi, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. il faut vraiment pas se fier uniquement aux outils. Nous, quand on démarre en SEO, souvent on dit qu'en fait il faut d'abord se faire des convictions soi-même. Tu vois, le SEO c'est pas une science exacte, donc il n'y a pas de dogme à avoir en se disant ok bon bah l'outil m'a montré ci, donc je vais pas le faire. Un autre exemple, là récemment, SEMrush a sorti une fonctionnalité pour donner les intentions de recherche les différentes intentions de recherche. La fonctionnalité, on voit qu'elle n'est pas encore à jour. Il y a des mots-clés qui génèrent absolument pas de conversion, qui sont notés comme étant une recherche transactionnelle et inversement. Donc, faut pas toujours s'y fier. C'est toujours bien de tester et de se faire son propre avis. Nous, on le dit souvent, faut jamais être dogmatique en SEO. C'est pas parce que tel gourou a dit que ça marchait pas ou les gens disent que ça compte pas qu'il faut pas tester. Nous, c'est vraiment comme ça. On fait toujours le meilleur prof en SEO, c'est l'itération. Il faut tester. Une fois qu'on s'est fait ses propres convictions, on se rendra compte que parfois ça va un petit peu à l'inverse de ce qu'on nous avait appris ou de ce que, j'ai envie de dire, le monde du SEO connaissait. Donc c'est hyper important de toujours tester pour se faire son propre avis. Ouais. Surtout que c'est un environnement qui change beaucoup en fait, le SEO. Et si tu pratiques pas pendant un mois, bah, parfois tu vois, tu peux
il y a des choses qui changent, des éléments qu'il faut toujours tester, itérer pour trouver la recette qui fonctionne. Mais c'est jamais, tu vois, c'est jamais figé ou il faut sans cesse. Mais après, il y a plein d'autres domaines. Hein. Le SEA, c'est pareil. Comme Facebook Ads aussi, tu pars un mois de Facebook, la plateforme peut avoir complètement changé. C'est des corps de métier où il faut sans cesse se former. On est étudiant toute notre vie au final. Et justement, c'est parfait. J'allais te demander comment tu restes à jour un petit peu sur ce qui se fait de nouveau chez Google, enfin voilà, tout dans l'algo, des choses comme ça. Comment vous restez un peu à jour? Forcément, vous testez avec vos clients, avec vos propres produits. Mais en plus de ça, est-ce qu'il y a des petits trucs, des petites recherches que vous faites, des petits trucs que vous suivez? Tu fais un peu de veille. Ok. Tu fais un peu de veille. Personnellement, on fait un peu de veille. Il y a côté, c'est tout bête, hein, mais tu as du journalisme SEO. Le JDN fait ça pas mal. Ok. On a bien un des journalistes qui fait ça et c'est hyper intéressant en fait. Il interviewe souvent des experts en matière de SEO, des agences, des freelances pour avoir divers avis, pour avoir divers retours d'expérience. Et la veille, c'est vraiment un bon moyen de se tenir au courant. Parce qu'au final, on parle un peu tous des mêmes choses, tu vois. C'est juste Bien que tu peux rater une actualité, mais il y a forcément d'autres gens qui l'ont testé. Donc c'est important de la suivre. T'as d'autres ressources? T'as donné JDN, SEO, ok. Clairement, je vais l'ajouter en dessous. Tout est en description hein, si vous voulez checker, les gars. Ouais. Si vous avez 2-3 petits trucs comme ça à prendre. Ouais, effectivement, l'actu et l'éveil, c'est hyper important. Donc ça, c'est pour la partie actualité. Et après, il y a évidemment, moi personnellement, il y a un expert que je recommande vraiment. Donc moi, je suis tout le temps ses contenus. Bon, c'est du contenu en anglais pour le coup, mais c'est Brian Dean. Backlinko. Backlinko, exactement. Moi, c'est une source inestimable de trafic. En fait, c'est ce qu'il donne dans ses blogs. Tu vois, tous ces articles de blog, c'est des trucs de 4000, 5000 mots, 6000 mots. C'est vraiment ce qu'on appelle des power pages. Et c'est vraiment une mine de contenu. Qui lui chope du coup pas mal de backlinks. Ouais. Le nom qu'il a. Ouais, c'est ça. il J'ai s'est suivi bien sa nommé. formation payante. C'était vraiment. Ouais, elle est lourde. Hein. Ouais, elle est très très lourde. Très très lourde. Cool. Donc voilà, des experts. Après, au niveau français, on a Olivier Andrieux. Aussi, Qui est de Abondance, qui est très très bon. Très très bon. C'est des formats en plus qui sont, je trouve, hyper simples à prendre en main. Ouais. C'est un peu à l'ancienne. Les vidéos sont vraiment hyper simples, les slides. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est la définition du SEO. Les slides sont pas toujours super belles, etc. Mais tu comprends hyper facilement. Tu comprends hyper facilement. Et il y a énormément de vidéos. Tu vas je crois, il doit y en avoir 200 peut-être, ou peut-être même plus. Mais généralement, si on se pose des questions, il a sans doute traité le sujet. Et les vidéos sont pas très longues, donc c'est un format qui marche assez bien, je trouve. Et tu sens que le mec pèse dans le game du SEO, parce que j'avais fait un post LinkedIn la dernière fois sur un sujet spécifique. Il a juste mis un commentaire, il a tapé genre 200 likes sur le commentaire, tu vois. Ouais, c'est Big le big respect. boss, quoi. C'est le boss final du SEO français, quoi. Grave. Et puis non, il y a plein de ressources. Il y a aussi le blog de Live Mentor, si vous voulez. On a une section SEO. Vous avez un blog, vous, j'imagine, chez SEO. Nous, on est un peu des. Bon, c'est marrant, on le dit souvent, on est un peu des cordonniers mal chaussés. Ça veut dire qu'on travaille pas forcément le SEO de notre propre agence. Du coup, généralement, on aime bien faire des interventions, etc., des masterclass, essayer de diffuser un petit peu du savoir. On a une formation aussi sur du SEO qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera prochainement. Donc notre blog est pas hyper fourni. C'est pas encore quelque chose qu'on a vraiment mis à jour, mais ça le sera prochainement. Ça va venir, c'est ça. On travaille dessus. Et pour revenir justement à la partie contenu, parce que les gars, va falloir parler du contenu de justement comment est-ce que tu crées. Ça, j'aime bien aussi ça. C'est comment tu fais pour créer du contenu qui soit pertinent façon SEO, mais vraiment expliquer à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, les détails à prendre en compte pour faire en sorte que sa page soit rankée sur un nom de domaine. Ouais. Bon, je vais essayer de le faire de façon un peu vulgarisée, j'ai envie de dire. Yes. Si tu prends un sujet donné, ouais. Je démarre, je me dis, tout à l'heure j'ai pris l'exemple du mariage par exemple. Je vais me positionner sur le mot-clé. T'es bientôt marié, toi, c'est pour ça. Non, mais demain, mon frère se marie. Ah. C'est pour ça que. C'est pour bravo ça. lui. Ouais, c'est gentil. Je vais me positionner sur ce mot-clé. Je vais d'abord, et vraiment, je le fais en mode simple. Hein, je vais essayer de regarder déjà ce que moi je propose. Ok. Je suis un organisateur de mariage, donc je vends, je sais pas, des décos ou, enfin ouais, on va dire de la décoration ou des services de wedding planner, etc. Et je vais regarder ce que proposent les résultats de recherche de Google lorsque j'entre organisation mariage. A priori, vous pouvez aller voir, vous allez avoir un peu de ce qu'on appelle le pack local. Donc concrètement, c'est une carte avec des wedding planners qui seront affichés avec l'accès à leur fiche Google My Business. Et derrière, vous allez avoir des checklists. Donc principalement des articles de blog qui vont vous expliquer comment organiser votre mariage. Je vais essayer de regarder d'abord quel type de sites apparaissent. Est-ce que
j'ai des agences comme moi. Ça veut dire que si j'ai juste des sites de news, des médias, peut-être que Google attend uniquement de l'information et n'attend pas forcément qu'une agence qui va vendre des services à ce sujet-là se positionne. Donc déjà, ça peut me donner une première idée. Est-ce que j'ai des sites qui ressemblent à ce que moi je propose et est-ce que j'ai des contenus que je peux proposer. Si je suis une agence d'organisation de mariage et que j'ai que des médias, c'est que c'est pas forcément le mot-clé sur lequel je dois me positionner. Si en revanche, Tu tenterais même pas? non, c'est de prime abord. C'est Ok, pas d'accord. forcément. Ça veut dire qu'en fait, je vais me le noter. Je vais me dire, ok, sur C'est ce pas la mot-clé-là, première bataille. Exactement, c'est pas forcément la première bataille. Si justement je vois que j'ai des sites qui proposent des services similaires aux miens, ça me donne un premier aspect en me disant ok, celui-ci ça peut être très important. Ensuite, comme je l'ai dit, je vais regarder le contenu. Est-ce que j'ai des articles de blog? Est-ce que j'ai des pages de vente? Est-ce que j'ai des pages produits? Si j'ai uniquement des articles de blog, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas essayer d'aller à contre-courant et de se dire, OK, j'ai que les articles de blog, donc moi, je vais créer une page produit. A priori, si le mot-clé n'est pas jugé comme étant transactionnel, ça va être difficile de se positionner, dessus. Donc, on ne va pas aller à contre-courant de ce qui existe déjà, on va essayer de créer un article de blog qui sera mieux que ceux qui existent déjà. Donc, je vais aller encore un cran plus loin. Je vais regarder à peu près combien de mots j'ai sur chacune de ces pages. Bon, en moyenne, je vois que j'ai 2000 mots. Ok, 2000 mots, ça va être un peu ma référence. Je vais essayer de créer un contenu qui fait à peu près 2000 mots. Et derrière, une fois que je m'intéresse à mon contenu, je vais me dire, bon, premier élément, une page égale un mot-clé. Donc, je vais essayer de me positionner sur le mot-clé organisation mariage. Ensuite, je vais essayer de créer une sorte de champ sémantique autour de ce mot-clé d'organisation mariage. Parce que si demain, je m'intéresse à l'organisation d'un mariage, je vais peut-être avoir d'autres éléments en tête. Mais vraiment, ça va être random, ça va être des robes de mariée, mariage civil, comment se rendre à la mairie le jour de son mariage. Je vais peut-être aller plus loin, même acheter costume mariage ou boutique costume mariage Paris. Donc, je vais essayer de me faire une sorte de champ sémantique qui va devoir en fait s'intégrer à ce contenu pour véritablement que je sois pertinent sur le mot-clé principal que je vais viser. Et ensuite, je vais m'intéresser à la création de ma page. Donc là, d'abord, je vais commencer en rédigeant ce qu'on appelle une balise title. Donc une title, c'est ce qui apparaît en bleu dans les résultats de recherche de Google. La façon dont on les construit chez SEO Secret, généralement, on essaie de les garder relativement courtes, avec 40-60 caractères. Le premier mot-clé aura plus d'impact que le deuxième que le troisième que le quatrième, etc. Donc nous, on va plutôt recommander de mettre votre nom de marque à la fin. On sait que les noms de marque sont souvent au début. Parfois pour des choix de branding, parfois parce qu'on pense que ça a de l'intérêt en matière de SEO. Nous, notre conviction, c'est plutôt de les mettre à la fin, sauf si on est une marque reconnue dans le métier et que le nom de notre marque peut inciter au clic. Donc, on va essayer de la construire plutôt comme ça. Pas être trop redondant avec ses mots-clés, mais quand même intégrer son expression principale dans cette balise title. Comment tu le limites justement? Tu dis pas être trop redondant, c'est comment tu vas pas trop loin justement, tu lis des fois des pages de blog ou quoi, le mot il est répété 70 fois, t'es là genre putain. Je pense que la clé pour ça en fait, c'est de l'écrire de façon naturelle. En fait, il faut l'écrire sans forcément penser au SEO. Tu vois, le SEO, c'est beaucoup de bon sens. Et à partir du moment où tu t'es fait ton champ lexical avant de commencer à rédiger, tu vas plutôt chercher à intégrer les mots-clés de ton champ lexical que de répéter le mot-clé. Ok, d'accord. Voilà. Mais généralement, ça vient un peu après, ces pages-là qui font. Tu as beaucoup de pages d'articles de blog où c'est vraiment. Le mec, tu vois, en fait, t'as essayé de placer ton mot-clé des milliards de fois et au final, ton texte, il ressemble plus à Ouais, rien. il peut plus rien dire. Google est capable de le repérer. Tu vois, il y a ce qu'on appelle son algorithme Google Panda, pour être précis dans les termes. Et en gros, il va regarder les sites qui abusent des mots-clés, ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire stuffer son mot-clé un peu partout. Mais de manière générale, tu vois, et c'est exactement ça. Moi, le SEO, je le fais toujours après rédaction. Donc, post-rédaction. Je vais d'abord rédiger mon contenu, être vraiment précis et le travailler à fond, et après je vais faire une phase d'optimisation SEO. Mais effectivement, il y a des choses qui sont clés. Donc par exemple, avoir son mot-clé dans ton H1, dans certains H2, savoir qu'un H1, t'en as qu'un seul par page, puisque c'est le titre de ta page. Si t'en mets deux, Google va pas trop aimer. Par contre, les H2, tu peux en avoir plusieurs. Et dans ces H2, c'est intéressant aussi de caler ton mot-clé. Le mot-clé, il faut aussi le mettre généralement dans tes 50-100 premiers mots pour montrer à Google que tu parles bien de ce sujet. Mais le plus important pour moi, évidemment, il y a d'autres éléments, le mettre dans sa métadescription, dans son URL, dans le titre SEO, qui est différent du H1. Le titre SEO, c'est le titre qui apparaît sur Google, et le H1, c'est celui qui apparaît dans ton article. Donc, celui qui apparaît sur Google, généralement, il est un peu plus court, effectivement, 40, 60. Celui qui apparaît sur ta page, 60, 75. On peut se permettre de faire des petites variations. Mais ce qui est le plus important à notre sens, c'est l'intention utilisateur. En fait, c'est de se dire, sur un mot-clé, quelle est l'intention de cette personne. Et si tu es complètement à côté, Google ne va généralement pas forcément proposer ton contenu, tu vois. Il faut se demander, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière la tête une personne qui tape ce mot-clé, tu vois.
Et c'est aussi ce qui va définir ton nombre de mots-clés. Et tu vois, il faut faire très attention. Nous, on a un pôle de 5 à 6 rédacteurs en freelance. Et tu vois, je leur demande pas, ok, je veux un article sur ce mot-clé de 1500 mots. En fait, ou de 3000 mots. En fait, c'est se tirer une balle dans le pied quand on demande un nombre de mots. Parce que généralement, t'as pas besoin d'aller jusqu'à 3000 mots. Et souvent, ce que t'as en plus, c'est du vent, tu vois. Moi, ce que je fais du coup, c'est simplement que je leur demande d'écrire ce qui est suffisant. Et de vraiment, au début, à l'étape de pré-plan, définir quelle est l'intention utilisateur sur ce mot-clé et quel est le gros de la valeur qu'on cherche à apporter. Tu vois, sur un article éducationnel, généralement. Et tu vois, le fait d'avoir, donc j'avais dit tout à l'heure l'exemple des cocons sémantiques, on a la page pilier qui a un mot-clé chaud, donc par exemple, formation SEO, qu'on a chez Live Mentor, et on a défini tout plein d'articles éducationnels cluster, comme comment obtenir des backlinks, comment gérer son maillage interne, comment faire sa recherche de mots-clés. Tous ces articles, ils renvoient tous vers la formation SEO, et la formation SEO renvoie aussi vers les articles. Donc il y a un échange de liens, ce qui fait que ça va muscler en fait l'autorité de la page parce qu'on renvoie du lien. C'est les liens internes qui sont différents des backlinks parce que du coup c'est les liens qui viennent de ton site mais qui sont très puissants pour montrer à Google la cohérence sémantique sur ce domaine. Et ça, cet élément, c'est ce qui aujourd'hui nous apparaît. Vous pouvez regarder, on est premier sur le mot-clé formation SEO aujourd'hui et c'est principalement ce qui nous a permis de le faire. C'est justement dans un premier temps se demander quelles sont les étapes par lesquelles passe une personne qui cherche à se former au SEO. Ensuite, on se demande, on va créer ces articles, on va créer le maillage interne entre la page pilier et les cocons, enfin les pages satellites, donc page pilier, page satellite, qui sont représentées par les articles de blog. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, une fois que tout est fait, on va aller chercher les backlinks parce qu'en SEO, les backlinks, c'est un peu le nerf de la guerre, tu vois. C'est ce qui va faire la différence entre une page un article qui est en page 2 ou une page produit et en page 1. C'est très important. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher 5 à 10 backlinks, pas plus, très quali. Donc par exemple, on a été chercher chez SEMrush, chez Samuel Schmidt, on a été chercher chez Linkody, qui est un outil spécialisé dans les backlinks. Et comment tu vas aller chercher ces backlinks? Bon, je sors un peu de cette bulle création de contenu, Ouais. mais c'est un truc qui est ultra intéressant. Comment est-ce que tu crées du backlink? Parce que tu as créé aujourd'hui ton article. Ouais. Le backlink va pas venir tout seul. En fait, Non. c'est pas un mec qui va tomber, ah putain, lourd l'article. Quelquefois, si, Ça mais arrive. je pense que oui, Ouais. ça arrive. Ouais. Mais je pense que le gros, c'est d'aller le chercher. Ouais. Donc, comment est-ce que tu vas le chercher, ce backlink? Il y a plusieurs stratégies. Moi, c'est la partie que je préfère en SEO, pour le coup. C'est de la chasse. Le netlinking, mais en fait, c'est parce que c'est la partie la plus humaine. En fait, tu m'as beaucoup parlé. Moi, j'adore parlé, ouais. le contact. Et en gros, alors, tu as plusieurs façons de le faire. Effectivement, des fois, tu peux avoir de la chance. Le fait de créer un article hyper quali qui est backlinks friendly. Moi, je les appelle backlinks friendly parce qu'ils ont de manière générale un certain degré. Quand tu les partages sur LinkedIn, tu vois, des fois, un partage LinkedIn, ça va me générer 3-4 backlinks derrière. Mais il y a plusieurs techniques. La plus simple aujourd'hui, putain, je me suis un peu trop rapproché, j'ai l'impression de vous avoir éclaté les oreilles. Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est ni vu ni connu. La plus simple et la plus connue aujourd'hui, ce sont les articles invités. C'est-à-dire de proposer à un autre blog d'écrire un article sur une thématique qui l'intéresse et de placer dans cet article un ou deux backlinks qui pointent vers ta page. Le but, c'est pas uniquement de renvoyer vers ton nom de domaine. Tu vois. On renvoie sur ce qu'on appelle des encres optimisées. Donc par exemple, moi sur l'article SEMrush, j'ai écrit un article, enfin un de mes rédacteurs a écrit un article, et on a mis formation SEO, et on met l'encre de lien sur formation SEO qui renvoie vers formation SEO. Pourquoi ? D'accord. Parce que par exemple, si on met le lien sur cliquez ici, Google, il n'en sait rien. Il n'y a ok. pas de contexte en fait. Alors que si on renvoie sur formation SEO, on montre à Google que SEMrush, qui a une grosse autorité de domaine, parce qu'on va vraiment chercher des backlinks qui ont grosse autorité de domaine, du trafic, et surtout qui a une thématique proche de ce qu'on lance. SEMrush est spécialiste SEO, donc ça fait sens pour Google. Et ça va muscler notre autorité de domaine et rapidement positionner davantage la page. Donc les articles invités, c'en est une. Après, on en a plusieurs. Il y en a une qu'on a expérimenté récemment et qui a plutôt bien marché. C'est la stratégie des tool pages. Donc tu vois, par exemple, sur chaque cocon, j'ai créé par exemple un outil, un article de blog qui était les 16 meilleurs outils pour doubler ses ventes en startup. J'ai fait un listing des meilleurs outils selon nous. J'ai fait en sorte qu'ils aient un blog français pour la plupart. Et c'est typiquement des outils qu'on utilise, qu'on recommande à des élèves, qu'on aime beaucoup. On va créer le brouillon. Une fois que c'est fait, on va contacter toutes ces personnes, on va leur envoyer le brouillon. On va dire qu'on aime beaucoup leur outil, qu'on a décidé d'en parler, que si vous voulez ajouter un truc spécifique dans votre passage, vous pouvez. On va bientôt le publier. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on mette votre mention en dofollow, c'est-à-dire avec transfert de jus? Dofollow, quand tu mets un dofollow, c'est un petit bout de code, mais tu peux le faire sur tous les outils. Il y a un moyen qui te permet de le faire, qui te permet de cocher ou non. En gros, dofollow, c'est quand tu renvoies du jus SEO. Nofollow, c'est quand tu renvoies pas du jus SEO. Par exemple, dans un article
je vais mentionner une personne, mais j'ai pas forcément envie de renvoyer du jus. Parce que par exemple, quand tu écris un article, plus tu fais de liens externes, plus ton jus SEO est dilué, tu vois. Mm. Oui, Plus ok, ta d'accord. force est diluée, parce que tu renvoies, tu transfères du jus, et donc tu en perds un peu naturellement. Et donc, tu vois, je vais demander à ces personnes si ça leur intéresse de faire partie de cet article. Et en échange, je vais demander, tu vois, un backlink sur la formation concernée, typiquement. Et ça peut très vite bien marcher. Alors, bien évidemment, ça, c'est une page qui est backlinks friendly. Par exemple, si tu as un site e-commerce de tapis de yoga, c'est plus compliqué d'avoir des backlinks sur ta page de vente parce que c'est pas un truc qui est naturellement, c'est pas éducationnel. Bah, tu vas avoir des blogueuses, du coup, peut-être. Ouais, mais du coup, il y a d'autres techniques, tu vois. Il y a une technique qui marche bien, c'est de créer une power page qui est liée sur une thématique qui gravite autour de ça. Donc, par exemple, typiquement, je veux renvoyer du lien sur ma page de vente de tapis de yoga pas cher. Je vais créer un article sur comment perdre du poids grâce au yoga. Un article hyper quali, hyper complet, qui là, du coup, aura une force d'aller chercher des backlinks. Et dans cet article, je vais mettre un lien vers mes tapis de yoga pas cher. Comme ça, il reçoit plein de backlinks. Et indirectement, vu que ce lien est présent, il profite aussi de ce jus SEO. Mm. Tu vois. Et tu vois, un des éléments pour avoir quand même des backlinks, c'est ce que Thomas disait indirectement, c'est quand même d'avoir du contenu de qualité. À partir du moment où tu as du contenu de qualité et surtout de la donnée qui est un petit peu rare, là, tu vas augmenter tes chances en fait de générer du backlink vers ton site. Et quand je dis du contenu un peu rare, les gens généralement aiment bien les contenus chiffrés, tu vois. Toujours malin de créer une petite infographie. En étant malin, tu essaies de garder le nom de ton site au milieu de l'infographie parce que c'est un peu facile souvent de les couper ou de les effacer, il faut éviter. Et en fait, ça, c'est des éléments qui se partagent hyper facilement. Tu vois, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est un peu comme une vidéo. Ça peut vraiment durer dans le temps et à partir du moment où tu as de la donnée que personne n'a ailleurs, tu deviens très rapidement une référence. On va te citer une fois, on va enregistrer ta page en favori et on va avoir la capacité à te mentionner un petit peu plus souvent. Exactement. En type de contenu, parce qu'on a beaucoup parlé d'articles de blog, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contenu, type de contenu qui référence bien, qui peut aider ton site à justement avoir une meilleure autorité ou choses comme ça? On n'a pas fini la création de contenu. Bah non, mais justement, Ça- dans ça ce s'embrouille. truc-là, tu vois. C'est la bagarre. Tu voulais. En fait, on parle pas mal de l'article de blog parce que c'est une excellente porte d'entrée vers ton site. Souvent, on considère qu'en fait, comme je l'ai dit, l'article de blog, c'est une porte d'entrée vers ton site. Ça veut dire que c'est là que tu vas te positionner exactement sur les questions que se posent Bien sûr, ouais. tes visiteurs potentiels. Tu vois, ils vont se poser une question et avec ton article de blog, tu vas y répondre. Et le fait même d'avoir des tops, ils ont l'impression que tu as déjà fait le travail de tri que eux s'apprêtent à effectuer. Donc, ils ont encore plus envie de consommer ton contenu. Donc, c'est pour ça que ça marche assez bien. Mais tu as d'autres types de pages, effectivement, qui peuvent ranker. Donc, tu as le terme, on va appeler ça page de vente ou landing page. Donc, tu as des pages, généralement, qui vont avoir pour objectif, non pas de former ou d'informer, mais de promouvoir tes services. Bon, par exemple, typiquement, je vais me positionner sur logiciel CRM. Je vais créer une page de vente qui sera relativement longue, qui va mettre en avant autour du mot-clé, un logiciel CRM, tout ce qui est capable de faire mon logiciel. Et donc ça, c'est une page qui peut généralement bien marcher. La différence avec l'article de blog, c'est que l'objectif, ça va vraiment être de vendre. Donc je vais mettre en avant mes services. Je vais aussi apporter des réponses, mais je vais surtout mettre en avant mon service. Et selon moi, le truc à avoir, en fait, c'est de transformer ces portes d'entrée en page de vente. Ça veut dire que trop souvent, quand on écrit des articles de blog, et nous, on se rend compte chez pas mal de nos clients, les articles de blog répondent à une question, mais ils se mettent même pas en avant, tu vois. Ils se mettent même pas en avant, ça veut dire qu'ils vont répondre à une question, et il n'y a pas forcément de call to action vers leur page de contact, vers leur page de vente, et même dans le déroulé de leur article, ils vont répondre de façon totalement neutre et transparente, sans véritablement mettre en avant leurs produits et leurs services. Donc quelque chose qui marche super bien, c'est effectivement de positionner potentiellement une page de vente en tête de ce cocon, donc avoir une page qui sera relativement longue, et comme l'a dit Thomas, derrière d'avoir des articles de blog qui vont répondre à des questions annexes, qui vont au niveau du contenu renvoyer du lien vers la page principale, j'ai envie de dire vers la page pilier, ou la page mère en fonction des appellations, et aussi à l'intérieur, mettre en avant vos produits et vos services. Donc toujours important quand on crée son contenu, essayer d'aller du général au particulier et intégrer des call to action vers ses produits et vers ses services. Parce que l'objectif, c'est un peu de faire en sorte qu'on soit comme chez Ikea sur son site. Donc j'atterris sur un article de blog, je vais avoir un lien qui me renvoie vers un autre article de blog potentiellement. Ah là, je vais trouver un autre produit qui m'intéresse, donc je vais aller vers cette page de vente. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Bon, on va finir la création de contenu, sinon il va m'assassiner. Donc quoi, c'est... Du coup, tout à l'heure, on a parlé de la title. On a parlé de la balise H1. Donc, comme l'a dit Thomas, hein, la différence, en gros, la title, elle va apparaître en bleu dans les résultats de recherche, mais elle apparaît pas sur sa page. Donc, c'est la H1 qui va vraiment être le contenu, le titre du contenu
de l'article ou de la page de vente. Dans certaines écoles, vous entendrez que c'est pas grave si on a une H1 qui est identique à sa title. Nous, on le recommande pas. On va toujours recommander de faire de la synonymisation. Ça veut dire, peut-être, je sais pas moi, j'ai une title qui est privatisation food truck. D'ailleurs, vous pouvez entrer dans Google, vous aurez un site qui sera très intéressant en première position. Peut-être que sur ma H1, je vais avoir privatisation de food truck pour événements privés à Paris. Bon, c'est un exemple un petit peu random. J'imagine que c'est un de tes clients. Non, c'est eux qu'on fait le coup. Non, en fait, on a monté le site avant de monter l'agence quand on était étudiant, sans même savoir qu'on faisait vraiment du SEO. C'est comme ça vraiment que ça, c'est un peu les bases de SEO Secret, si tu veux. On a monté ça pendant qu'on était étudiant. Et du coup, donc ouais, t'as ta H1 qui est faite, et en gros, l'objectif sur tes H2, ça va être soit effectivement de reprendre ton mot-clé principal et de le réutiliser ou de faire de la synonymisation. Mais le plus important, ça va être d'essayer d'aller, je pense, du général au particulier et de traiter vraiment l'ensemble de ton sujet. Tu vois, tu vas avoir, en fonction de la longueur de ton contenu, 3 à 5 H2, souvent sous forme de questions. Et dans le déroulé de tes paragraphes, tu vas essayer d'avoir des mises en forme qui peuvent favoriser, comme tu l'as dit, un peu l'affichage en rich snippet, tu vois, tout en haut des résultats de recherche. Tu vas avoir, par exemple, des listes à points, des énumérations, des tableaux, parfois des graphiques qui vont un petit peu t'aider, si tant est que le contenu apporte vraiment de la valeur, à avoir un contenu qui soit optimisé pour le Google SEO. Il faut pas se dire, quand je démarre, ok, je veux faire 2000 mots de contenu. Thomas l'a très bien dit. Vous dites à un rédacteur de faire 2000 mots de contenu, il va faire 1000 mots qui sont bons et après le reste, ça va être du vent. Soit l'intro sera pas bonne, ou alors le déroulé sera pas bon, ou alors la conclusion sera pas bonne. C'est pas intéressant. La taille d'un contenu doit vraiment s'adapter à ce qu'on veut communiquer. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire 2000 mots pour apprendre à faire ses lacets, par exemple. Je vais préférer faire un article relativement court, des images, un GIF ou une petite vidéo. Et donc, même si c'est vrai que en moyenne, tu as plus de 1800 mots sur les pages qui apparaissent sur les contenus qui apparaissent en première page de Google, c'est une moyenne qui est vraie, mais il faut toujours se dire, d'abord, je vais rédiger pour répondre à la question, et après, je vais essayer d'optimiser mon contenu. Donc, pas partir bien en tête en se disant qu'on veut faire 2000 mots. Et le dernier élément que je vais avoir en tête, que je veux l'aborder, c'est il faut quand même se rendre compte que sur Internet, nous, on est plutôt à l'aise avec ça. Les utilisateurs lisent assez peu les contenus. Ils lisent assez peu les contenus. Souvent, tu as une lecture qu'on appelle en F. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des bons titres, des bons sous-titres, de bonnes images et de bons call to action. Parce que l'utilisateur doit être capable de balayer le contenu de la page sans vraiment lire tout ce qu'il y a dans les paragraphes, en lisant les titres, les sous-titres, en regardant les images, en regardant les call to action et en ayant bien compris ce que tu voulais dire pour savoir si concrètement il a envie de cliquer sur le bouton ou s'il n'a pas envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment hyper important, ce balisage on-site. Donc title, H1, H2, URL, métadescription. Il faut vraiment le faire et c'est ça qui prend presque plus de temps que la rédaction. Si sur ça, on est déjà vraiment bon, on a fait 60% du boulot. Et de 1, on est sûr d'avoir une page qui sera bien optimisée SEO, parce que si on a un bon balisage, on n'a pas de difficulté à rédiger le reste. Et ensuite, on s'assure que même si la personne vient et qu'elle est pressée, qu'elle n'a pas le temps de lire le contenu de notre page, on aura réussi à lui communiquer tout ce qu'on aura envie de lui communiquer. Ouais. J'ajoute un petit point effectivement sur l'intention utilisateur, parce qu'on se pose souvent la question combien de mots je dois utiliser dans mon contenu, et c'est une question qui est légitime d'ailleurs, mais ce qui va vraiment définir ce nombre de mots, c'est ok, combien de mots j'ai besoin pour vraiment répondre à cette intention, tu vois. Il y a un outil qui est bien pour ça, qui s'appelle Through, THR3U. C'est l'outil de Samuel Schmidt, qu'on connaît bien chez Live Mentor. C'est un outil français d'ailleurs. Et en gros, tu vas taper un mot-clé et il va scraper tous les résultats de la première page Google. Et en gros, pour chacun des résultats, il va te donner la structure des contenus. Donc les H2, les H3, le nombre de mots, le mot-clé ciblé. Et donc, en un clin d'œil, tu sais, tu as une moyenne du nombre de mots utilisés par les 3 premiers résultats, ce qui te donne une première une base. Tu as le nombre de H2. Tu as tous les éléments. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le but du SEO, c'est toujours de trouver un contenu qui est mieux que celui des concurrents. C'est la base, c'est toujours faire un peu mieux. Par exemple, si tu as top 20 des meilleures bars de bière à Paris. Top 21. Si je vois ça en premier, moi je vais faire un top 20, tu vois, un top 25. Je vais essayer d'aller plus complet et je vais pas juste citer des bars, mais je vais dire pourquoi ils sont bien, où ils se trouvent, tu vois. Je vais ajouter des éléments complémentaires pour que mon article soit plus complet et qu'il couvre davantage l'intention utilisateur, tu vois. Ok.
Et alors, ça, c'est un outil gratuit? Ouais, c'est gratuit. Je viens de le tester là. C'est gratuit. Il y a une version payante, mais la version gratuite suffit amplement. Ok, d'accord, cool. Ouais. Cool. T'avais une autre question sur la création de contenu ou pas? Bon, on n'est pas fini avec la création de contenu. Oh là là. 3 heures. Non, parce que je pense que les personnes qui vont tomber dessus, on a survolé pas mal de choses au début, mais il y a toute cette partie qu'on oublie souvent, comme tu as pu le dire, de compresser les images, de mettre les bons headings, parce que plein de fois, moi, quand j'avais commencé, je mettais des H1 partout parce que je voulais que ce soit big et gros, mais alors que Google n'était pas très content par rapport à ça. Les images, elles n'étaient pas compressées. Du coup, en fait, je me dis, putain, mon taux de chargement, il est quand même long. Et en plus, sur mobile, tu te faisais un peu niquer par Google. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes à comprendre. Il y a un truc que je faisais pas avant, mais que je vais commencer à faire, c'est qu'à chaque fois que je vais faire un link vers un autre article, je vais mettre le nom de l'article. Ouais, l'encre de lien. L'encre de Tu vois, lien. l'encre de Ouais, lien. ça, c'est pas mal. Que je faisais jamais. Ouais. Je mettais, tu veux essayer l'application, bah clique ici. Ouais. Et Ah. tu veux un autre conseil pour un tout petit Oui. Oui. Tu viens de déglinguer. Là, tu viens d'avoir un drop sur les écoutes, là, c'est sûr. Oh, ça va compresser tout ça, t'inquiète. Une chose que nous on fait sur tu vois, les liens internes et sur l'encre de lien. En gros, par exemple sur le cocon Instagram, sur tous les articles Instagram, on va limiter les liens vers les articles de la catégorie WordPress ou SEO ou Facebook pour vraiment montrer à Google qu'on est cohérent sur le format Instagram. En gros, on limite les sorties de cocon. Et quand tu regardes après ton arborescence, tu vois que tous tes cocons sont bien dessinés. Et ça, tu peux le voir sur un outil qui est très bien, qui s'appelle la Rulse en termes de pour le pilier technique, c'est le meilleur outil qui existe, Screaming Frog. C'est la base en SEO vraiment qui te spot absolument toutes tes erreurs. À la différence des Ubersuggest, des Ahrefs, c'est un logiciel qu'il faut télécharger du coup directement sur ton ordinateur. Tu vas mettre ton URL, ça va prendre 10 minutes à crawler toutes tes URL. Sur la version gratuite, je crois qu'il y a une minimum 200, je crois. de 200, ouais, Je crois que c'est 200 200 URL, comme ouais. ça, ouais. 200 URL. Ok. Mais c'est très bien, surtout déjà quand pas tu mal, hein. commences. Et en gros, ça va te dire le nombre, typiquement, comme on disait tout à l'heure, les H1 dupliqués, si tes erreurs 404, tes Mais redirections. ça, il te le donnait aussi à Href. C'est quoi la différence entre les deux, du coup Bah, Href, il n'y a pas de version gratuite déjà. Ouais. T'as Oui, une c'est vrai. version Ça, ça coûte la peau du cul, ce bâtard. T'as une version gratuite qui dure 7 jours. Ouais. Et pour ce que Elle ça est vaut, payante. en fait, ouais, elle dure Ils ont été malins, autant hein. pour moi. C'est $7, du coup, c'est $1 par Ouais. jour. Ouais. Mais t'as pas de mail de rappel au 7e jour, monsieur, parce qu'on a des clients qui nous l'ont dit, à qui on a dit, ouais, vous avez une version Pareil, gratuite. j'étais pareil. Et ils Et sont du pas coup, ultra spécialisés en technique aussi. tu Non, vois. pas Ouais. ultra spécialisé. Et non, Screaming Frog, pour le coup, c'est vraiment un excellent outil. Bon, l'interface est un peu dégueulasse. Ouais, elle est un Il faut- peu geek, elle est un peu geek, geekos, c'est vrai. Il faut la prendre en main, mais franchement, c'est Ouais. hyper pratique. Ils ont un Ouais. onglet, je crois que c'est état des lieux des contenus. Ouais. Pour le coup, c'est crystal clear. Ok, bon, bah, cette H1 est dupliquée sur X pages. Voici les liens des X pages. Ça te permet d'avoir en fait derrière un rapport vraiment clé en main que n'importe qui peut prendre en main et corriger et appliquer sur son site. C'est vraiment hyper bien pour Exactement. lever un peu les freins techniques. Ok, cool. Est-ce que vous avez d'autres petits tips comme ça là sur qu'on peut appliquer assez facilement? On parlait tout à l'heure des images. Juste pour en reparler, du coup, bah, c'est vraiment des outils très très simples pour compresser ces images. Il y a compressor.io Ouais. et TinyPNG. Il faut aller un petit peu loin, j'ai envie de dire, dans l'optimisation de ces images. Donc aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le trafic qui peut venir de Google Images. Et il y a quelques éléments à avoir en tête quand on veut intégrer des images dans son contenu. D'abord, au niveau de la façon dont on va nommer son fichier. Donc ça veut dire même quand je télécharge, imaginons je prends une image gratuite d'un bébé sur une banque, bah, il ne faut pas que je laisse, je sais pas moi, Glenn 48, 58, Exactement. 2018, ouais. capture d'écran. Pas du tout. Il faudra toujours mettre une image qui soit en accord avec le contexte de l'article et nommer aussi l'image en accord avec ce contexte. Donc je vais peut-être nommer voilà, smiling-baby. C'est un exemple. Lorsque j'intègre l'image, il va y avoir des différences entre un site codé en dur et en fonction du CMS qu'on utilise, mais globalement, si vous avez la possibilité de compléter des champs quand vous intégrez une image, faites-le. Il ne faut pas les laisser au alt hasard. texte. La balise alt, aujourd'hui, c'est Google en fait ne peut pas voir les images, donc il va lire cette balise alt pour savoir si concrètement elle est contextualisée par rapport au reste de l'article. Donc c'est ce qui va faire qu'elle peut être positionnée ou pas dans les résultats de Google Images. Et ça peut aussi, concrètement, c'est un bon point que Google va vous accorder. Vous parlez de bébé ou d'habillement pour enfants. Vous avez une image qui est nommée Smiling Baby, ok, ça fait sens. Si l'image, vous l'avez laissée, j'en sais moi, bague or ou chameau désert, rien à voir. Donc ça n'a pas d'impact. C'est aussi bien en matière d'audio-description, en matière d'accessibilité. Quand on est en format audio-description, bah, en fait, le logiciel qu'on utilise va lire le contenu de l'image et c'est toujours un peu plus agréable pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes d'avoir cette audio-description. Pour nous, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même important. Autre élément qui va compter,
quand j'intègre l'image, c'est important d'essayer de la resizer, d'avoir une image qui de la va même bien taille. de pair avec Avec le le- contenu. Parce que souvent, on a des images qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, hyper carrées, hyper grosses, qui font on doit scroller 3 fois pour passer et pour voir ce qui est en dessous. C'est pas forcément le plus intéressant. Et dernier élément, ça c'est vraiment dans la mesure du possible. On va essayer de pas forcément, c'est pas toujours possible, hein, comme je le dis, de ne pas avoir trop d'informations hyper importantes sur les images. Parce qu'on part du principe que ça peut arriver d'un site à l'autre, d'un PC à l'autre, voilà, les images peuvent ne pas s'afficher. Donc si sur un article, dans son contenu, on a les informations hyper importantes qui sont que dans les images, c'est pas forcément une bonne chose. Le jour où elles ne s'affichent pas, c'est un petit peu compliqué. Et même si elles s'affichent, partez du principe que la valeur que vous voulez apporter doit aussi apparaître dans vos textes. C'est ça aussi qui va donner de la pertinence à votre texte. Donc, quand vous le pouvez, ne mettez pas toutes les informations les plus importantes sur vos images. Ouais, surtout dans les infographies, les trucs comme ça et tout, du coup. En fait, quand tu fais une infographie, tu n'as pas forcément le choix, tu vois. Tu peux, tu vas essayer quand même d'apporter de la valeur dans cette infographie, Bien sûr. mais dans le contenu de ton texte aussi, dans le contenu de ta page aussi, tu dois quand même avoir des informations complémentaires. Tu disais que tu avais un site WordPress tout à l'heure, c'est ça? Nous, on est sur Webflow. Ouais, Derrière, il ouais. me casse la tête parce qu'il prend pas les WebP, Ok. les images, donc ça me rend fou Ouais. ça. Parce que typiquement sur WordPress, tu vois, si tu veux pas faire tout manuellement, il existe des plugins et je pense que sur Webflow ça va être similaire. Mais en gros, typiquement, il y en a un qui est très bien sur WordPress, c'est Imagify. Et en gros, il va resizer automatiquement toutes tes images pour les faire Là, je lui coller aux montrais un attentes de truc Google. justement, je lui étais en train de dire écoute, on s'est chié sur l'article qu'on a publié ce matin, t'as une petite image à la con comme ça, et t'en as une autre qui fait cette taille. Donc tu dis, ah ouais, putain, je dis, ouais, Ouais. c'est fou. Ça, et la mise en la cache deuxième aussi. est bien. La Ouais. deuxième est bien. La- La deuxième, c'est un peu La mieux au deuxième, niveau ça de la va, forme. mais l'autre, ça ressemble pas au Et du c'est tout. aussi une question, tu vois, de mise en cache. Et ça, c'est hyper important. Et il y a un autre plugin que je conseillerais qui s'appelle WP Rocket. Ouais, qui est ça, une c'est des tuerie, plugins parce que WordPress. La mise en cache, c'est aussi ce qui va énormément ralentir le temps de chargement. Et aujourd'hui, le temps de chargement, c'est un critère clé de la technique, tu vois. Et les images, tu vois, c'est ce qui ralentit le plus le temps de chargement. Et quand tu as une image ou un site qui met 3 secondes à charger, plus de 3 secondes à charger, généralement, tu vois, une personne va se barrer. Un truc tout bête, si tu as un point de conversion haut qui se déclenche avec la possibilité d'être ton mail pour recevoir l'ebook et qui met 4-5 secondes avant de pop, eh ben, il y a fortement une grosse possibilité pour que la personne parte et aille sur le second contenu, tu vois. Ouais. Donc c'est hyper important d'améliorer sa vitesse de chargement, c'est un point qui est clé. Souvent on le voit, hein. Souvent des petits changements techniques, tu vois, on l'avait vu sur un site. Et par exemple, le fait tout simplement de supprimer toutes les pages zombies dont on parlait, c'est-à-dire les pages qui n'ont aucun impact pour ton SEO. Tu vois, on l'avait fait récemment, on avait repris tous les contenus du blog Live Mentor. Et on s'est dit, ok, quels sont les articles qui dorment, quoi, qui ne rapportent rien, qui sont pas intéressants, qui sont mal optimisés. Et donc, on en a viré plein. Alors, soit on en a supprimé et redirigé. À chaque fois que tu supprimes un contenu, faut jamais juste le supprimer. Il faut le rediriger. Parce que du coup, il est toujours existant dans Google. Il sera perdu, mais il est existant. Ce qui fait que quand une personne retombe sur le lien, peu importe où, dans un autre article, par exemple un backlinks, et ben, ça ferait une erreur 404. Ouais, donc c'est très important à chaque fois que tu supprimes un Ah oui, contenu de j'avoue, bien le putain. rediriger vers le bon contenu. Et souvent, il faut le faire sur le contenu qui est le plus pertinent. Par exemple, tu supprimes un contenu sur comment trouver des clients sur Facebook, il faut que tu le rediriges vers un contenu qui est similaire et qui parle de la prospection sur Facebook, tu vois, typiquement. Et ça, c'est très important. Et le fait de supprimer toutes ces pages zombies, de faire les bonnes redirections et de garder juste vraiment ce qui compte, parce que ces pages zombies, elles tirent vers le bas. Tu vois, c'est un poids pour tes autres pages. Elle vient prendre du jus, il n'y a aucun intérêt. Et tu vois, typiquement, en supprimant toutes ces pages, Brian Dean, typiquement, il a que 30 pages, je crois, sur son blog, 30 articles. Et pourtant, il se positionne. Un article, en fait, tu cibles un mot-clé. Mais il peut se positionner sur plus de 1000 mots-clés au total. C'est ce qu'on appelle les mots-clés secondaires et synonymes, tu vois. Par exemple, sur son article sur comment faire How to do SEO on YouTube, il va ranker, tu vois, sur plus de 500 000 articles. C'est Google qui a lancé un algo qui s'appelle Google Hummingbird et qui est désormais capable d'identifier plusieurs intentions sous un même mot-clé. Et ça, justement, c'était pour contrer un peu tous les mecs qui créent des contenus très, très similaires. Par exemple, comment perdre du poids, comment brûler de la graisse, comment perdre ses poignées d'amour. Tu vois, tout ça, c'est des trucs qui sont Ouais. au final les mêmes contenus, tu vois. Et pour Google, c'est des contenus dupliqués, tu vois. Et c'est très important de faire attention à pas dupliquer son contenu, mais justement à pouvoir, tu vois, tu peux faire des power pages hyper denses. Par exemple, sur un article de 5000 mots où il parle de SEO sur YouTube, bah, il va ranker sur plein d'autres mots-clés, tu vois. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut pas uniquement inclure ton mot-clé principal, mais qu'il faut aussi jouer avec tout ce qui gravite autour de la sémantique de ton mot-clé, tu vois. Par exemple, formation SEO, formation référencement naturel, se former au SEO, apprendre le SEO, comment fonctionne le SEO, quels sont les aspects du SEO, les piliers du SEO, tu vois, tous ces éléments,
il faut les prendre en compte. Stratégie de backlinks, tout ça, ça va créer en fait une cohérence sémantique sur ton mot-clé principal. Et du coup, juste pour revenir sur mon point de tout à l'heure, là, je trouve que ça c'est un truc qui m'intrigue vraiment. Non, c'est quel contenu autre que sur ton site web peut te renforcer ton SEO. Est-ce que par exemple, je sais pas, donc si tu es sur Instagram, Facebook, YouTube, Ouais. quel type d'autres contenus hors ton site web alimente vraiment ton SEO et cette autorité que tu peux avoir? Nous, notre conviction, c'est que ce qui va venir globalement des réseaux sociaux va pas avoir un impact énorme sur ton SEO. Ok. C'est pas forcément ce que tu vas. Je crois ce que qu'ils sont automatiquement mis en nofollow même. Ouais, En voilà. gros, un lien reçu sur Facebook, il n'est C'est- pas ça pris n'a en pas compte. d'impact. Parce que Ok. c'est une plateforme, tu vois. C'est pareil pour Twitter, Insta. YouTube, ouais. c'est moins le cas parce que YouTube, YouTube appartient à Google. Hmm. Et donc, C'est tu juste peux que ranker sur les vidéos. les liens que je fais vers de ma chaîne YouTube, Jimkey, aux liens. Des fois, je fais des links Mhm. sur mes articles de blog et ça n'a pas d'impact. En fait, pour ce que ça vaut, déjà, si tu fais un lien de ta chaîne YouTube vers ton site, même si tu as une chaîne YouTube J'essaie qui de est, gratter un. non, je veux dire, même si tu as une chaîne YouTube qui est hyper quali, l'impact va pas, avec un backlink sur ce sujet-là, l'impact va pas forcément être, ça va être, honnêtement, là, comme ça, je me dis, je sais pas exactement comment tu vas pouvoir l'observer, tu vois. Il faudrait peut-être le comparer avec 10, 20 backlinks, potentiellement, mais certainement, si t'en fais qu'un seul, ça va pas avoir un impact énorme. Mais donc, ouais, ce qui vient généralement des réseaux sociaux va pas avoir un impact énorme. Et je reviens rapidement sur la notion que tu avais abordée tout à l'heure au sujet des liens entre le dofollow et le nofollow. Juste pour préciser, c'est pas forcément gravissime d'avoir des liens en nofollow. Ok. Je pars du principe que Google va valoriser ce qui est naturel. Donc, dis-toi, si tu fais du contenu qui est relativement qualitatif, tu vas avoir des gens qui vont parler de toi. Et si tu ne maîtrises pas tous ces liens, il y a assez peu de chances que tu aies que des liens en dofollow. Parce que ça voudrait dire que, un peu comme par hasard, son contenu est si bon que toutes les personnes qui font des liens vers son site sont des liens en nofollow. Non, sont des liens en dofollow, pardon. Non, parfois tu vas avoir des liens qui viennent de commentaires de forums ou qui viennent de sites qui sont un petit peu random et tu vas avoir du nofollow. Alors que si tu mets en place toi-même ta stratégie pour aller chercher les backlinks et que tu n'as que des liens en dofollow, quelque part, tu vas un petit peu mettre la puce à l'oreille de Google en se disant, ok, bon, est-ce que c'est vraiment naturel? Est-ce que c'est pas lui qui est parti acheter ces liens-là? Et ça, c'est une pratique qui est pas vraiment autorisée. Je mets des nuances dessus. C'est pas vraiment autorisé, mais de un, effectivement, tout le monde le fait. Il faut juste le faire de la bonne façon. Non, mais clairement, il faut le faire de la bonne façon. Tout à l'heure, Thomas, il disait, à juste titre, c'est bien d'avoir des encres qui sont optimisées pour son contenu. Et si demain, tu as un contenu qui est super bon et que tu as des milliers de sites qui parlent de toi, tu vas avoir des encres qui pointent vers ton site qui ne sont pas forcément hyper optimisées. Donc, comme on le dit, le SEO n'étant pas une science exacte, parfois on ne peut pas tout contrôler, mais ce n'est pas forcément gravissime. Il faut avoir au global quelque chose qui est bien. Et bien sûr, si tu as des liens qui pointent vers ton site que tu estimes qui viennent de sites de mauvaise qualité, tu as la capacité, via un petit outil Google, de désavouer des liens. Donc, c'est en gros, sur la Search Console aussi, tu peux le faire. En gros, c'est mettre l'URL du contenu en question en disant voilà, tu veux désavouer ce site parce que voilà, tu penses que c'est pas quelque chose de confiance, tu pourras le faire. Mais l'objectif, c'est pas de le faire sur tous les sites que tu maîtrises pas ou que tu connais pas. Sur les liens toxiques, nous, ça nous est arrivé récemment. Tu vois, il y a des fois en SEO, les concurrents peuvent un peu se tirer dans les pattes. Et nous, tu as un concurrent qui a acheté des liens de qualité dégueu, donc avec des autorités de domaine très faibles, et c'était que des sites porno. Tu vois. Et en gros, sur tous les sites porno, ils renvoyaient vers du Live Mentor. Oh la galère. Ouais, donc tout ça, c'est des liens toxiques qui, nous, du coup, aux yeux de Google, nous font perdre en crédibilité. Et donc, le but, c'est de repérer ces backlinks, donc sur un outil comme Ahref ou URSuggest, et de se dire, ce backlink, j'en veux pas, tu vois, il est toxique. Et donc, le dégager, c'est très important, parce que ça peut très vite faire perdre ton référencement, tu vois. Tout comme il y a des petits malins aussi qui s'amusent à mettre des liens dans tous les commentaires de blog. Il faut savoir que ces liens, ils sont directement mis en nofollow, sur Disqus notamment, et que Google a sorti une mise à jour qui s'appelle la Link Spam Update, et qui justement va prendre ça en compte, tu vois. Il faut vraiment le plus possible être naturel. Et en matière de backlinks, il y a une règle, c'est les 20-80 aussi, qui est de 20% d'encre optimisée, ce qu'on disait tout à l'heure, une encre sur formation WordPress, une encre sur devenir auto-entrepreneur, et ce qu'on appelle une encre naturelle sur ton nom de marque, donc pour nous, le Live Mentor. Et nous, le gros de nos backlinks, c'est sur Live Mentor. Parce que si tu fais trop d'encre optimisée, si tu as une supériorité d'encre optimisée par rapport à l'encre naturelle, donc sur ton mot-clé de marque, eh ben, Google peut penser que tu essayes de jouer un peu avec son algorithme, tu vois. Donc il va toujours, le naturel, de toute manière, à chaque fois que tu te poses une question, il faut toujours favoriser le naturel en SEO. Toujours. Ok.
Est-ce que vous avez t'as une dernière question Moi, c'est sur les outils de tracking. Sur quoi vous monitorez un peu les résultats que vous avez. Qu'est-ce que vous regardez, par exemple, là, sur Ahrefs, sur SMM? C'est quoi les choses que vous observez de façon hebdo, quotidienne? C'est quoi ce que vous checkez constamment? La base de l'analyse, en vrai, tu peux le faire sur Google Analytics de manière gratuitement et Search Console. Google Search Console et Google Analytics, ce sont deux outils gratuits fournis par Google pour analyser tes stats. Et en gros, Google Analytics, c'est tout ce qui est lié au comportement des utilisateurs sur ton site. Et Google Search Console, c'est tout ce qui est lié à la santé de ton SEO de manière générale. Donc, sur Google Search Console, tu vas pouvoir checker des éléments comme l'évolution de tes positions, ton nombre de mots-clés, le nombre de clics, de volume exactement. Sur Google Analytics, tu vas pouvoir savoir quelles sont les pages qui génèrent le plus de conversions, quelles sont les principales portes d'entrée, quel est le taux de rebond, tu vois. Tous ces éléments qui sont liés au comportement de l'utilisateur. Mais il y a des éléments clés en SEO. La base, c'est quand même de regarder l'évolution de tes positions, bien évidemment, parce que c'est ce dont pourquoi tu te bats, ton évolution du taux de clic. Et tu vois, il y a un point qui est hyper intéressant. C'est par exemple quand tu vas sur la Google Search Console et que tu vois que sur un mot-clé, tu as énormément d'impressions, mais peu de clics. C'est-à-dire que c'est un signe d'opportunité énorme. C'est-à-dire que ton article est potentiellement en page 2, il y a du volume, mais t'as pas craqué la chose pour aller chercher, tu vois, tout ce volume. Et des fois, je retourne sur ce Search Console 3 mois après avoir créé mon article, et je vais voir, tu vois, dans les recherches aussi, qu'il y a des personnes qui me trouvent sur des mots-clés auxquels j'avais pas pensé. Tu vois. Du coup, je vais retourner dans mon article et je vais le mettre à jour en ajoutant certains de ces mots-clés, tu vois. Et c'est super important de regarder comment à chaque fois je vais pouvoir réoptimiser. Et t'as pas peur qu'en mettant un jour, tu casses peut-être ce que t'as construit? Bah, en fait, la mise à jour, c'est important à SEO parce que tu vois, si tu as un article que tu mets jamais à jour, par exemple, pendant 3 ans il est jamais mis à jour, Google va considérer qu'il est périmé. Okay. Le fait de mettre à jour un article tous les 6 mois, 1 an, pas sur tous parce que tu n'as clairement pas le temps, mais sur tes plus importants, ceux qui te rapportent le plus de trafic, c'est bien vu par Google. Ce qu'on appelle des articles evergreen. Par exemple, comment trouver des clients sur Facebook, ça change tous les ans. Donc, faut le mettre à jour régulièrement, tu vois. Et pas juste changer la date. Tu vois, genre 2021, mais 2022, ça, c'est pas hyper bien vu par Google pour le coup. Et deux éléments par rapport à ça, du coup, la mise à jour en fait de ces contenus, pour te donner un petit peu une image. En gros, Google vient sur ton site. Ton objectif, en fait, c'est que Google crawl ton site relativement régulièrement pour qu'il puisse mettre à jour tes positions aussi relativement régulièrement. S'il vient sur ton site de façon régulière, mais que tes contenus sont jamais mis à jour, il va se dire, ok, ça sert à rien que je revienne de façon régulière vu que les contenus ne bougent jamais. Donc, imaginons que tu attends 2-3 mois avant de faire la moindre modification, le robot de Google il va peut-être mettre encore 2-3 mois avant de venir sur ton site, tu vois. Alors que si tu le fais de façon régulière, il va se dire, ok, à chaque fois que je viens, j'ai des nouveautés, son site est mis à jour régulièrement, donc c'est ce qui va faire, j'entre vraiment dans une boucle vertueuse, et c'est ce qui va faire que j'ai envie de renvoyer que j'ai envie de crawler ce site le plus souvent possible. Autre notion que tu avais abordée tout à l'heure, mais c'est important de revenir dessus, celle des pages zombies. En gros, il y a une notion en SEO qui s'appelle le budget crawl. Pour faire une image dessus, c'est en gros, quand le robot vient crawler mon site, j'ai un budget de 100 pièces par exemple, et je vais lui donner 100 pièces en lui disant, ok, t'as 100 pièces pour crawler tout mon site. Et en fait, si je distribue 100 pièces et que j'ai par exemple 100 pages, il va utiliser une pièce par page. Alors que si dans ces 100 pages, j'ai des pages qui ne me rapportent rien, parce qu'elles sont vues par personne et qu'elles ne me génèrent pas de trafic ni même de conversion, en fait, c'est du gaspillage. Je vais aller dépenser, le robot va dépenser une pièce dessus, alors qu'il aurait pu mettre 2 pièces, par exemple, sur une page qui est plus importante. Donc, en fait, ton objectif, c'est de constamment, et c'est pour ça que tu as des sites qui, au final, ont assez peu de pages parce qu'elles sont très, très bien faites. Ton objectif, c'est de te dire comment est-ce que je vais optimiser mon budget crawl pour que lorsque le robot se rend sur mon site, il ne crawl que, ou en tout cas, il n'ait que des pages intéressantes à crawler. Et donc ça, tu vas le faire en supprimant tes pages zombies, et tu vas aussi le gérer avec ton maillage interne. Donc à travers les liens internes que tu vas avoir entre tes pages, tu vas pouvoir montrer au robot quelles sont les pages les plus importantes. C'est pas gravissime si l'article de blog qui est tout en bas de ton cocon n'est pas crawlé régulièrement, mais ta page pilier, ta page principale, donc celle qui va faire que tu fais des ventes, doit être crawlée régulièrement. Et dernier point, par rapport aux outils dont tu parlais, nous, on a une conviction, on n'en a pas la preuve, mais on a la conviction que les outils mis à disposition par Google ne sont pas gratuits pour rien. Nous, on est encore effarés par le nombre de clients qui viennent nous voir et qui n'ont pas branché la Search Console. Franchement, c'est un outil de base. C'est le premier réflexe. Quand on lance son site, il faut immédiatement brancher sa Search Console. En termes d'historique, on peut aller voir les données jusqu'à 16 mois en arrière. Et en fait, même sans être une brute en SEO, si j'ai uniquement ma Search Console et idéalement avec Google Analytics, parce que c'est un très bon combo, je peux faire des optimisations sur mes contenus. Tout à l'heure, Thomas a donné l'exemple, j'ai une page qui a énormément d'impressions, mais qui a assez peu de clics.
je prends ça sur un mois, je remarque, ok, j'ai beaucoup d'impressions, j'ai assez peu de clics, bah, peut-être que je vais essayer de modifier ma métadescription. Pourquoi est-ce que la page, elle est bien vue, j'ai pas forcément de clics, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux attirer... Ou la title, voilà, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux attirer plus de monde sur cette page-là. À l'inverse, je vais regarder sur un mois, ok, bah, mon taux de conversion moyen, il est de 5%. Je vais essayer de targeter en priorité les pages qui ont un taux de conversion en dessous de ces 5%. J'ai des pages qui ont 3%, qui ont 2%, alors que pourtant, elles ont beaucoup de clics. Donc, ok, il y a peut-être quelque chose sur le contenu de cette page qui fait que, bah, au final, ça marche pas très bien, tu vois. Et rien qu'avec la Search Console, tu arrives à avoir toutes ces informations. Donc, c'est vraiment un outil qui est gratuit, qui se prend en main, il faut le dire, relativement facilement. Et c'est juste quelque chose sur lequel il faut passer du temps. Tu vois, nous, on le dit beaucoup à nos clients. C'est une question, le SEO, il faut être un peu patient, il faut prendre les éléments en compte, il faut avoir du recul sur un mois pour vraiment savoir quelles sont les pages à optimiser en priorité. C'est pas une course. C'est un vrai marathon. Mais souvent, c'est une question de temps et de priorisation. Donc ça, Google Analytics et la Search Console, c'est des outils qui sont gratuits. Il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser. Nous, on n'a pas de parti pris sur les outils. Je pense que pour quelqu'un qui démarre un outil comme SEMrush, ça se prend en main plus facilement qu'Ahrefs, tout simplement parce que la plateforme est un peu plus jolie, honnêtement. C'est beaucoup, que ce soit au niveau des rapports, au niveau de l'interface, c'est plus beau, c'est moins geekos. Mais c'est pas pour autant que c'est forcément mieux. Typiquement, on a déjà comparé en termes d'audit technique, ce que fait Ahrefs, c'est un peu mieux que ce que fait SEMrush, mais ça reste moins bien que ce qu'on va avoir sur Screaming Frog, par exemple. Et Screaming Frog, c'est encore un autre outil qui, lui aussi, pour le coup... Encore plus. Même. Voilà, là, t'as l'impression de jouer à World of Warcraft toute la nuit. mais franchement, il faut tester. Il faut tester, voir les outils avec lesquels on est le plus à l'aise. Mais en tout cas, vraiment, si on ne sait pas par où commencer, on branche sa Search Console, c'est gratuit. Et avec ça, on peut déjà faire pas mal de choses. Yes. Top, bah merci à vous les gars déjà pour le temps et tous ces conseils là. Il y a aussi le Disalo pour les pages... je sais pas si c'est un truc que vous utilisez, le Disalo. Le Disalo, ouais. Disalo. Donc, pour virer toutes les pages qu'on veut pas. Pages toxiques, les liens toxiques. Ouais. Enfin, même les liens que tu veux pas voir apparaître, qui sont pas utiles pour le référencement ou que tu veux essayer de cacher. Et ça, t'as juste à taper sur Google désavouer les liens et le premier site qui va pop, c'est Google Search Console. Et en fait, en gros, c'est un fichier que tu télécharges, dans lequel tu importes exactement, sur lequel tu vas mettre tous les noms de domaine, pas juste l'article, mais le nom de domaine pour qu'il n'y ait plus rien qui vienne de lui. Donc tu vas tous les lister, tu peux la mettre à jour quand tu veux, et tu vas tout simplement la soumettre à Google pour dire ok, je ne veux pas de ces contenus. Par contre, attention, je mets quand même un petit flag pour faire attention. Il faut pas le faire constamment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire quand c'est un lien toxique. En fait, si tu le fais tout le temps, il faut d'abord, la première étape, quand c'est pas un site porno par exemple, c'est d'aller contacter la personne et de lui demander tout simplement de le retirer, tu vois. C'est la dernière étape, c'est vraiment quand c'est hard, quoi. Ok. Bon. T'avais une dernière question ? Moi, c'était tout pour moi. Bah vas-y, je t'en prie. Oui, il est perdu. Moi, j'ai dit tout pour moi. Peut-être sur le contenu. C'est ça, il m'a envoyé un message. Et le contenu alors. Attends, je crois qu'on a oublié un truc. J'ai posé mes questions pour les auditeurs. Ok, cool. Bah, franchement, encore une fois, je vous le redis, mais merci à vous les gars, merci pour les conseils. Toutes les ressources, elles sont en commentaire. Je pense que vous pouvez peut-être rappeler vos réseaux pour qu'on puisse, si les gens ont des questions, veulent checker un peu ce que vous faites, vous ajouter. Vas-y Adam, ça je t'en prie. Du coup, avec l'agence SEO Secret, on communique un petit peu sur Instagram, donc seosecret.co tout simplement. Et on a aussi notre site sur lequel on essaie de se positionner un petit peu comme un e-shop du SEO, j'ai envie de dire. On fonctionne un petit peu différemment des autres agences. Nous, on a vraiment des modules à court terme qui permettent de kickstart ton SEO en 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Tu vois, on n'est pas que en mode accompagnement long terme. Et pour ma part, du coup, si vous allez sur LinkedIn, Adams Salaou, je mets pas mal de posts sur le SEO, je mets des vrais faux, j'essaie de déconstruire quelques mythes. Parfois, je pose des questions parce que c'est marrant, mais le SEO, c'est un milieu dans lequel il y a des avis qui sont extrêmement divergents sur des sujets qui sont assez balèzes. Donc, moi, ça m'intéresse toujours. Et voilà. Donc, seosecret.co ou sur mon LinkedIn, Adam Salaou, on essaie de parler de SEO, c'est assez cool. Yep, trop bien. Moi de mon côté, alors bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur le blog de Live Mentor. Nous, on sort un article par jour sur tout plein de thématiques qui vont aider un entrepreneur à se développer. En parallèle de... Un par jour ? Ouais, un par jour. On a un rythme de 1 par jour. C'était assez chaud. Il a fallu trouver les bons process pour délivrer sans y passer des heures. Mais là, on est sur un rythme de 1 par jour. Ça fait
3-4 mois là qu'on envoie un article par jour, hors week-end, jour ouvré. Donc ça, c'est vraiment la base. Là, on apporte vraiment beaucoup de contenu. On propose aussi des diagnostics gratuits si vous voulez faire le point sur votre projet, parler avec un coach, un mentor, pour faire le point, pour comprendre les next steps. C'est totalement possible sur le site Live Mentor. Et enfin, moi, de mon côté, je parlais aussi beaucoup SEO sur LinkedIn, Thomas Meyer. Donc, si vous voulez aller voir, et pareil, le SEO, il y a toujours énormément de choses à dire. Et en fait, quand tu as de la matière devant toi, c'est plus simple d'en parler sur LinkedIn. Donc moi, j'aime beaucoup avoir ce step où j'utilise plus les réseaux pour aider plutôt que de show off. Ou, tu vois, Ouais, bien sûr. c'est vraiment l'ADN Live Mentor. Tu vas proposer quelque chose qui va vraiment aider profondément le développement de la personne. Cool. Bah, franchement, top, les gars. Hein. Bah, les liens en Là, il y a- description, et Exactement. d'ailleurs sur le site en nofollow. Vas-y, je me casse. C'est le mec bâtard à la fin du coup. T'aurais pu gratter au moins un backlink avant le Ouais, Lenovo. on va l'avoir le backlink Live Mentor, il nous faut. Non, mais bien vu, les gars. De toute façon, vous avez toutes les infos, tous les conseils. Là, il n'y a plus d'erreur. Il faut ranker première page, première position. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Merci encore à vous. Vous pouvez nous retrouver. Mohamed Alaoui sur LinkedIn, Florent Bonnefond, pareil. Pas de contenu SEO, mais un peu de contenu surtout. French Doers, évidemment. C'était top. Franchement, moi, j'ai appris grave des trucs. J'avoue, j'étais pas forcément très calé en SEO. Donc là, il y a des conseils purs à appliquer. Ça tue. Je sais pas si t'as un dernier mot, gros. Merci. À part merci, il n'y a pas De d'autres rien. mots. Et ouais, on peut clôturer. Hein. Top. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. L'abonnement. Oh, l'abonnement, la Ouais, cloche. L'abonnement, la Oh cloche. là là. Qu'est-ce que tu fais là? Punaise, C'est- t'oublies pas, hein, les 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est le plus important, c'est ce qui nous permet de ranker nous aussi très très haut. Il en faut, ok, donc t'as les liens, première ligne, tu sais quoi, la première ligne c'est les 5 étoiles pour Apple Podcast, donc tu y vas directement, tu les mets, un petit commentaire, un like, c'est parfait, ça fait toujours plaisir. Tu partages autour de toi et nous on Tu sera très partages sur ton contents. site web, tu mets un backlink et on est très content aussi. En do follow. En do follow. Parfait, on se retrouve la semaine prochaine, ciao. Bye bye. Ciao. Salut.